Organisé par EcoAct. Je suis Émilie Albérola, je suis directrice générale d'EcoAct Europe du Sud. Je suis ravie de vous accueillir pour échanger, discuter, vous présenter nos avancées sur ce sujet ô combien important, celui de la transformation durable des entreprises. Et je suis fière d'introduire également l'équipe d'experts que nous avons au sein d'EcoAct, Alexis Flo, Clément Chevalier et notre manager sectoriel du secteur du luxe avec Géraldine Dujardin. EcoAct, depuis 2005, accompagne des clients sur la stratégie, sur leur ambition climatique, sur leur stratégie de décarbonation. Et aujourd'hui, on fait face à deux problématiques avec nos clients. Les entreprises rencontrent deux questions principales. Comment une entreprise peut-elle espérer réellement atteindre leur ambition climatique alors que leur plan d'action sur la décarbonation leur permet uniquement d'aller à la moitié du chemin, cette fameuse ambition à horizon 2050, ce fameux moins 90%. Comment les entreprises peuvent-elles aussi espérer fonctionner dans le temps long, alors que l'environnement écologique est plutôt et devient de plus en plus hostile. Et ces deux problématiques soulèvent de nombreuses questions. Et pour construire des entreprises durables, il faut très clairement changer de lunettes, changer de méthode. Et côté EcoAct, on a mis en œuvre déjà avec nos clients une méthode pour pouvoir avancer sur ce sujet de la transformation. Pour adapter notre discours, je vois que la salle est pleine et j'en suis ravie. Je voudrais savoir combien de personnes, si vous avez un petit questionnaire, un petit quiz, combien de personnes travaillent actuellement dans des directions RSE, dans des directions développement durable, sustainability, pour identifier notre auditoire. Ravi, donc vous êtes aux manettes de l'action. Combien de personnes travaillent dans d'autres directions, parce qu'on a aussi besoin de la finance, du juridique, des achats. Voilà, super. Et puis peut-être d'autres cabinets de conseil aussi, avec qui on peut collaborer, ou pas. Très bien. Donc beaucoup de personnes qu'on peut évidemment embarquer après cette intervention. Alors se transformer ou périr, telle est la question. Et vous l'aurez évidemment compris que ça fait écho à un livre de Timothée Parric qui intervenait hier après-midi dans une conférence. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont assisté à cette intervention. Dernier quiz. Là, c'est pour identifier les plus engagés. Bon. Donc, se transformer ou périr, sans suspense, on a fait notre choix. On va suivre la voie de la transformation et on va pas vous emmener cet après-midi dans la voie du péril, mais on va bel et bien vous présenter l'approche, la méthode qu'on a mis en œuvre avec toute l'expérience qu'EcoAct a aussi sur le sujet du climat et nos 15 ans d'accompagnement d'entreprises pour adopter un modèle d'affaires qui soit compatible avec les limites planétaires. Et je vais laisser la parole à nos experts. Merci. Bonjour à toutes et tous. On va commencer par la partie qui va un peu plomber l'ambiance, c'est la partie périr. Mais promis, après on passe à la partie porteuse d'espoir, se transformer. Donc pourquoi périr ? Il existe au moins 3 facteurs de risque pour nous aujourd'hui, pour les entreprises. Sur le volet atténuation d'abord, et si on parle que du carbone, les engagements semblent hors de portée. Ces dernières années, on a la plupart des entreprises qui se sont dotées d'objectifs ambitieux de décarbonation, notamment à travers l'initiative Science Based Target, qui fixe des engagements alignés avec la science, c'est-à-dire alignés avec les accords de Paris. Mais le problème, c'est qu'entre les engagements et la réalité, il y a un fossé. Une étude Paris en début d'année a analysé les plans d'action publiés par une vingtaine de grandes entreprises internationales. Ces entreprises se sont presque toutes engagées justement sur des objectifs SBT, donc de l'ordre de moins 40 à moins 55% d'ici 2030 et moins 90% en 2050. Mais en réalité, la somme des actions qu'elles prévoient de mettre en place ne permettent pas d'atteindre ces objectifs. Si on regarde les actions prévues à court terme, on arrive environ à moins 15% en moyenne d'ici 2030, au lieu donc d'engagement à moins 40, moins 55%. Et pour 2050, l'estimation elle est de moins 36%, au lieu d'engagement à moins 90%. Donc qu'est-ce que nous dit ce chiffre ? Il nous dit qu'aujourd'hui, personne ou presque ne sait faire un plan d'action de décarbonation qui permet d'atteindre les objectifs. La raison, ce n'est pas un manque de volonté ou un manque de moyens financiers, c'est plutôt qu'il est extrêmement difficile de réussir à faire moins 55% et moins 90% à ISO Business Model, c'est-à-dire en essayant de faire la même chose, mais moins carboné. Il est extrêmement difficile de réussir à faire moins 55% à ISO Business Model
Et les plans de réduction traditionnels résonnent justement presque exclusivement à ISO Business Model. Donc les plans d'action traditionnels ne suffisent pas, il faut aller plus loin. Sur le volet adaptation maintenant, qui est le deuxième facteur de risque, là non plus, les organisations ne sont pas préparées. Peu d'entreprises, aujourd'hui, ont réellement identifié leur exposition au changement climatique et les risques business associés, que ce soit l'impact des événements climatiques extrêmes sur leur chaîne de production ou les ruptures d'approvisionnement liées à la rareté des ressources. Aux États-Unis, la faillite en 2019 de Pacific Gas Electric, un géant de l'énergie, suite au méga fire ingérable en Californie, a souvent été décrit comme la première faillite due au risque climatique. Depuis, on a eu de nombreux autres exemples qui ont frappé les esprits, des inondations, des vagues de chaleur, qui créent des tensions d'approvisionnement, qui mettent en danger le business, qui engendrent des pertes de rendement également. Cet été, par exemple, on a beaucoup parlé en Inde de la pénurie de tomates, une parmi d'autres, dont les exemples malheureusement s'accumulent. Ce que nous disent tous ces exemples, c'est qu'en réalité, peu d'entreprises savent comment opérer leur activité dans un monde qui serait plus chaud de 2, 3 ou 4 degrés, avec des conditions de vie sur Terre, et donc des conditions économiques fortement dégradées. Et enfin, le troisième facteur de risque, il est plutôt lié au marché, c'est que la transition écologique est de nature à disrupter les entreprises de la même manière que la révolution numérique a disrupté de grands acteurs dans les années 2000. J'emploie ce terme ici à dessein, même s'il est connoté pour ses usages justement dans le monde du digital, car c'est bien de cela qu'il s'agit si on regarde la définition de la disruption. C'est une véritable rupture au sein d'un secteur d'activité en renouvelant radicalement son fonctionnement. Donc la transition écologique, on peut vraiment la voir comme un game changer qui vient bouleverser un marché. Parce que la pression vient de toutes parts. Paul Polman, l'ancien CEO d'Unilever, nous dit que les attentes sur le rôle du monde économique ont plus changé dans ces 2 dernières années qu'au cours des 20 précédentes. On a la pression réglementaire avec la CSRD, le CDP, les normes de l'IFRS, qui contraignent petit à petit les entreprises à publier des plans de transition robustes et crédibles. On a la pression des consommateurs, des citoyens, des collaborateurs, via le boycott de produits, des interventions en AG ou même la perte des talents. On a la pression des politiques publiques qui forcent les entreprises à se transformer, notamment au niveau européen avec le Green Deal, la taxonomie, qui crée un environnement économique radicalement différent. On le voit avec l'exemple de l'interdiction des voitures thermiques, par exemple, qui oblige tout un secteur automobile à se transformer. Et puis plus généralement, ce qu'on appelle les risques de transition qui affectent le business, donc des taxes carbone, des hausses brutales des coûts de production et en premier lieu de l'énergie, ou la demande accrue pour certaines ressources en tension. Ces 3 risques donc mettent en danger la survie des entreprises, et face à cela, les stratégies actuelles ne suffisent pas. Il faut donc aller plus loin. Donc si on prend un peu de recul, aujourd'hui, une transformation profonde est nécessaire. Aujourd'hui, on évolue dans un cadre, c'est un cadre de l'infini, c'est un cadre du toujours plus, c'est un cadre de la grande accélération dans laquelle nous sommes actuellement. L'accélération des déplacements, l'accélération de la consommation d'énergie, l'accélération de la production de biens, l'accélération des télécommunications, et en réponse du système Terre, l'accélération des émissions de CO2, des émissions de méthane, l'acidification des océans, l'accélération de la perte du vivant. Évidemment, ça ne peut pas durer éternellement. La Terre est un système, et comme tous les systèmes, elle a ses limites. La question, c'est donc comment est-ce que je peux me transformer pour opérer au sein de ces limites, au sein des limites planétaires. Donc vous avez sûrement déjà vu ce cadre. Ce cadre, c'est celui des 9 limites planétaires, c'est les limites globales. Donc évidemment, il n'y a pas que le climat, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi la stabilité des écosystèmes, elle dépend des cycles de l'eau, des cycles d'azote, des cycles du phosphore qui sont nécessaires au fonctionnement des sols et donc à la vie. La biodiversité, elle a besoin de diversité génétique, elle a besoin de diversité fonctionnelle. Et toutes ces limites, elles interagissent entre elles. Le changement climatique agit sur l'acidification des océans et tout est interconnecté. En pointillé, donc, il y a le seuil des espaces qui sont sûrs, les espaces au sein desquels les équilibres sont respectés. Et en orange, évidemment, les limites pour lesquelles on a dépassé cet espace, pour lesquelles on est allé plus loin et pour lesquelles on a quitté l'espace sûr. Donc 6 des 9 limites, pour 6 des 9 limites, on a donc quitté cet espace sûr et donc sérieusement commencé à mettre en danger les conditions d'habitabilité de la Terre pour l'homme. Donc la question, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent aborder ce cadre, intégrer cette complexité dans leur prise de décision.
Donc déjà, la première chose, quand on pense transformation, c'est de penser au-delà du carbone. Alors, c'est pas simple. C'est un cabinet expert en stratégie climat qui vous parle de sortir du carbone. On connaît la complexité, on la voit avec vous tous les jours, au quotidien, cette complexité d'en sortir. Donc, c'est pas simple, et pourtant, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pérenniser vos activités. Parce que l'état de notre système, il peut être résumé ainsi. Donc, si la planète était un corps, tous ses organes seraient affectés. Pourtant, aujourd'hui, le carbone, ça reste la boussole, ça reste les lunettes de la transition aujourd'hui pour les organisations. Presque toutes les entreprises ont des trajectoires de réduction alignées avec la science. Plus de 80% des entreprises du CAC 40 sont engagées dans l'initiative Science Based Target, qui regroupe un tiers de la capitalisation boursière mondiale. Et pourtant, dans le dernier questionnaire CDP, il n'y a que 25% des entreprises qui déclarent mettre en œuvre des actions pour diminuer leur impact sur la biodiversité. Donc se transformer, c'est d'abord élargir son périmètre de responsabilité. Alors ça complexifie évidemment le sujet. Et pour ça, pour nous, il y a un horizon. Cet horizon de la transformation, c'est la régénération. La régénération, c'est se poser la question, comment est-ce que mon entreprise peut avoir un impact net positif? Ou alors, comment est-ce que mon entreprise peut participer à revenir dans les espaces sûrs des équilibres du système? Alors la régénération, c'est un concept nouveau qu'il faut prendre avec précaution. Pour nous, c'est avant tout une boussole et pas une revendication. C'est viser le régénératif et pas être régénératif. Par contre, c'est intéressant parce que ça invite à se poser deux bonnes questions. D'abord, comment est-ce que je contribue? Comment est-ce que je contribue à la transition, à l'avènement d'un nouveau monde? Comment est-ce que je contribue à la décarbonation du monde des transports et à avoir des transports moins consommateurs de ressources? Comment est-ce que je participe à créer, à imaginer de nouvelles façons d'habiter l'espace demain? Et en parallèle, comment est-ce que j'interviens sur ma chaîne de valeur pour la transformer, pour essayer de réparer, en tout cas de régénérer les écosystèmes dont je dépends? Si je suis une entreprise de l'agroalimentaire, comment est-ce que je travaille sur le stockage du carbone dans mes sols? Si je suis une entreprise du textile, comment est-ce que je me relie à mes fournisseurs de dernier rang et j'essaie de recréer des réservoirs de biodiversité ou en tout cas de préserver les ressources? Donc transformer les modèles d'affaires pour opérer au sein des limites planétaires, aller au-delà du carbone, régénérer, c'est ne pas se poser la question de comment je fais fonctionner mon modèle actuel dans le monde de demain, mais comment, ou plutôt, quel est mon modèle demain? Voilà, donc ça peut paraître bien sympa, toutes ces intentions, c'est très louable, mais le défi peut paraître immense, et donc la question maintenant se pose du comment. Alors, comment fait-on? Comment fait-on pour faire face à cet enjeu qui est énorme, qui est à la fois de préparer nos entreprises à traverser les chocs qui nous attendent et en même temps à réduire drastiquement notre impact? Donc cet enjeu, il est énorme. Et alors, nous, on considère qu'il y a vraiment deux choses à faire. Il y a d'abord, bien sûr, réduire ses impacts. Et cette étape-là, on commence à bien la connaître. Et après, il y a la partie se transformer, qui aujourd'hui est encore une partie qu'on maîtrise moins bien. Alors, réduire, effectivement, hein, cette première phase, vous la connaissez, on commence à bien la connaître. Il s'agit de mesurer son empreinte et de la réduire. Alors, pour faire ça, on analyse la chaîne de valeur de nos entreprises, on la décortique, on regarde dans la chaîne de valeur ce qui a le plus d'impact, et ensuite, on va aller sur cette chaîne de valeur proposer des alternatives moins carbonées. Par exemple, une entreprise textile, on voit que pour l'extraction de la matière première, par exemple, le coton, la culture du coton, pour la laine ou le cachemire, ça va être, par exemple, les élevages de moutons et de chèvres. Donc, on part de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit. On va regarder toutes ces chaînes de valeur-là et on va aller voir quelles sont les alternatives pour pouvoir réduire son impact. Donc, pour une entreprise de textile, par exemple, il va s'agir d'aller chercher des matières recyclées plutôt que des matières vierges, de remplacer le transport aérien par du transport maritime, ou par exemple à essayer de travailler avec des fournisseurs qui ont une énergie renouvelable plutôt que du charbon, par exemple. Et on voit en fait que quand on fait ces plans d'action de réduction sérieusement, on peut arriver à réduire son impact de moins 20, moins 30, moins 40, voire pour certaines entreprises, parfois jusqu'à moins 50%, quand on fait ce travail vraiment sérieusement en mettant les efforts et l'énergie, les moyens humains et financiers.
Mais effectivement, cette réduction-là, on est encore bien loin des moins 90 ou moins 95 qui sont attendus à horizon 2050. Donc la question est comment on fait ? Comment on fait ? Et finalement, c'est cette partie, cette deuxième phase qui est cette étape de transformation qui en fait est nécessaire. Donc cette partie réduction, elle est absolument nécessaire et c'est bien par là qu'il faut commencer, mais il faut ensuite se transformer. Alors, chez EcoAct, on considère que pour pouvoir relever ce défi, on a besoin de deux types de compétences complémentaires. Le premier type de compétence, c'est une compétence scientifique. Chez EcoAct, on a beaucoup de chercheurs, scientifiques, ingénieurs, et en fait, on base toutes nos analyses sur des analyses donc quantitatives, robustes, et c'est tout à fait indispensable et ça fait vraiment partie de notre ADN. Et on pense qu'il faut combiner à ces compétences scientifiques des compétences humaines. Parce qu'en fait, là, il s'agit, dans cette partie se transformer, d'imaginer collectivement un futur souhaitable. Et donc, pour imaginer collectivement ce futur souhaitable, on a besoin des scientifiques, mais là, on va avoir besoin aussi de gens qui créent et qui imaginent pour qu'on puisse collectivement imaginer autre chose. Et là, effectivement, depuis des dizaines d'années, on est habitué, et l'objectif, c'est de faire toujours plus, une croissance, plus 10% de croissance chaque année, etc. Et là, en fait, on va se trouver face à un enjeu qui n'est pas de faire plus, mais qui est de faire différemment. Donc, on a besoin de combiner ces deux compétences. Alors, chez EcoAct, on a développé une méthode pour pouvoir essayer de résoudre pour pouvoir répondre à cet enjeu. Le premier volet, il s'agit d'identifier les priorités de votre transformation. Le deuxième volet, d'imaginer des scénarios de transformation. Et le troisième volet, une fois qu'on a déterminé le scénario de transformation qui nous convenait, c'est de le déployer. Alors, je vais vous parler du premier volet, pour commencer, donc, qui est identifier ses priorités. Je vais faire une petite introduction qui est comment, chez EcoAct, on aborde la question de l'incertitude. Parce qu'effectivement, on est face à un monde, à un avenir incertain, et on ne sait pas dans quel monde notre entreprise va évoluer. Et pour cela, je vais prendre l'exemple du climat. Donc, vous le savez, les scientifiques du climat travaillent avec le GIEC autour de différents scénarios. Et en fait, parmi ces scénarios, nous, ce qu'on fait chez EcoAct, c'est qu'on prend finalement les deux bornes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on sera dans cette courbe, quel scénario, quel avenir notre planète va suivre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est entre la borne haute et la borne basse. Donc, pour faire nos analyses, pour les mener, on va regarder comment votre activité évolue dans un monde à plus 4 degrés. C'est la courbe tout en haut qui est rouge, qui est la courbe la plus pessimiste, qui est, si on continue à ne rien faire, c'est là qu'on sera en 2050, en 2100. Donc dans un monde à plus de 4 degrés. Et à l'inverse, dans un monde optimiste, on est là sur les courbes bleues en bas et on a réussi collectivement à n'augmenter que de 1,5 degré, la température. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, donc, dans ce monde à plus 4, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Et dans ce monde à 1,5, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Donc, dans un monde à plus 4, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, l'entreprise sera confrontée principalement à des risques physiques. Donc, une augmentation de la température, un stress hydrique important, des vagues de chaleur, des événements extrêmes. Et c'est en fait, face à ces risques-là, on va regarder les différents éléments de votre chaîne de valeur, comment ils résistent face à ces chocs et ces évolutions. À l'inverse, tout en bas, donc on est dans un monde où effectivement on a réussi à maintenir la température, et là, votre organisation sera davantage confrontée à ce qu'on appelle des risques de transition, c'est-à-dire principalement, donc là dans ce scénario-là, les politiques publiques sont mises en place, les réglementations sont plus fortes. Les consommateurs ont changé leur comportement. Et là, en fait, on aura donc bien moins de risques physiques. Par contre, on aura principalement des augmentations de coûts.
par exemple une taxe carbone qui va venir affecter certains éléments de la chaîne, ça va en fait augmenter les coûts et dégrader vos marges. Et donc en fait, on va regarder ces deux bornes-là, tout en sachant bien évidemment que ce sera probablement ni le scénario A+4, ni le scénario A1,5, mais qu'on sera probablement entre ces deux bornes, et donc votre entreprise sera probablement face à un mix de risques physiques et de risques de transition. Alors, maintenant que j'ai fait cette petite introduction, je peux vous parler maintenant de notre matrice en double matérialité. Alors, la double matérialité, c'est quoi? C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose de très simple. En fait, il s'agit de regarder, d'une part, l'impact de l'environnement sur votre entreprise, et donc c'est tout ce volet risque, et d'autre part, l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Et donc là, on va regarder bien sûr l'empreinte carbone, mais également la partie biodiversité, etc. Et donc en fait, nous, on essaye de visualiser sur une matrice les deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on va regarder sur l'axe des ordonnées, vous avez l'impact de l'environnement sur l'entreprise. Donc vous êtes sur les risques. Quand vous êtes tout en haut, ça veut dire que les risques sont élevés pour vous. Quand vous êtes en bas, les risques sont faibles. À l'inverse, sur l'axe des abscisses, vous avez l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Quand vous êtes à droite, ça veut dire que votre entreprise a un impact fort sur les écosystèmes. Et quand vous êtes sur la gauche, l'impact est faible. Donc en fait, on va regarder... alors on peut faire cette analyse-là à différents niveaux. On peut le faire en regardant les BU, en regardant les processus de votre chaîne de valeur, en regardant les matières premières. Et l'idée, c'est d'aller vraiment identifier dans vos entreprises les activités qui sont à la fois les plus, qui sont les plus à risque et celles pour lesquelles les impacts sont les plus élevés. Donc ce sera vraiment le cadran rouge en haut à droite. Et ces activités-là sont à transformer en priorité. Et à l'inverse, vous allez avoir des activités pour lesquelles les risques qui seront plus résilients, avec des risques plus faibles, et un impact plus faible. Et donc ça, ce sera des appuis peut-être sur lesquels que vous pourrez conserver dans vos entreprises, ou en tout cas plus longtemps. Donc voilà un petit peu comment on priorise chez Ecoact les sujets sur lesquels on va travailler sur la transformation. Au terme de cette première étape, on a donc toutes les infos à disposition pour savoir où et sur quoi agir. Et la deuxième étape va donc consister à concevoir des futurs possibles pour votre entreprise, ce qu'on appelle des scénarios de transformation. Pourquoi créer des scénarios? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin possible, et il est très difficile de prévoir aujourd'hui à quoi ressemblera une entreprise, souvent à l'horizon 2050. C'est difficile, mais c'est nécessaire si on veut agir dès maintenant, avec un horizon assez clair. L'exercice de scénario, c'est donc un bon moyen de se projeter, tout en gardant un éventail des possibles qui reste assez ouvert. Première étape, c'est l'usage de la prospective. La prospective permet de penser le futur d'une activité. Elle représente un futur en ce sens qu'elle le remet au présent. Donc c'est là que c'est intéressant. Ça permet d'agir à partir d'aujourd'hui tout en ayant une vision pour l'avenir. C'est donc une bonne méthode pour sortir de la partie périr et pour aller vers le transformer. Il y a beaucoup de scénarios prospectifs qui existent déjà, surtout qui se sont développés ces dernières années. On a ceux de l'ADEME à droite, par exemple. Il y en a de nombreux autres. Ces scénarios permettent de raconter des récits, des modes de vie concrets à une échelle plutôt macroéconomique. Au niveau de l'entreprise, on va essayer de répliquer l'exercice, mais vraiment à l'échelle de l'entreprise. Donc on va par exemple projeter un scénario basé sur les évolutions technologiques où l'entreprise parvient à réduire considérablement son impact grâce à l'évolution technologique, un autre sur une évolution profonde des consommateurs ou encore un autre sur une sobriété subie. Cet exercice il vise surtout à définir une vision qui est souvent corrélée à la raison d'être de l'entreprise. Il s'agit bien de repenser la finalité de l'entreprise et de son activité. C'est donc se poser la question suivante: quelle est notre vision du rôle de notre entreprise dans un monde neutre en carbone, durable, qui respecte les limites planétaires? Pour cela, la co-construction est clé, car elle permet d'engager les collaborateurs et les parties prenantes et d'être au plus proche des réalités terrain. C'est lors de cette étape que l'on va construire collectivement de nouveaux modèles. On va aborder la circularité, le passage du produit au service, du volume à la valeur, explorer des modèles qui permettent de se reconnecter au vivant, des pistes régénératives au sein de la chaîne de valeur. Et cette étape de co-construction, elle peut engager une grande partie de l'entreprise. Pour un de nos clients, par exemple, on a mobilisé une 40aine de chefs de produits au cours d'une 30aine d'ateliers, et ça a abouti à environ 80 feuilles de route au niveau produit.
Donc c'est un exercice qui est quand même assez conséquent. L'objectif ici, c'est d'aboutir à quelques chemins possibles de transformation qui conjuguent à chaque fois 3 critères. Le premier, c'est d'être durable. Donc dans un premier temps, à l'échelle du carbone, de la biodiversité, à l'avenir aligné avec les frontières planétaires. Le second, c'est la résilience, donc compatible avec un monde à plus 2 ou 3 degrés. Et le troisième, c'est désirable. C'est un élément qui est très important pour nous, puisque ça permet de donner envie en fait, à tout le monde de faire rêver un modèle meilleur. Et pour engager les collaborateurs, c'est le meilleur des ingrédients. Et enfin, dernier aspect qui nous semble fondamental, c'est la quantification, qui permet de rendre crédibles et réalistes les scénarios. Et donc ça permet d'ancrer les scénarios dans la réalité physique et économique de l'entreprise et de ne pas s'arrêter à un texte qui fait plaisir, qui fait rêver, mais qui ne serait pas fiable et crédible. Donc chez EcoAct, avec nos clients, on travaille sur des modèles quantitatifs qui permettent de modéliser l'évolution du modèle d'affaires et du portefeuille produit en prenant en compte les rétroactions du changement climatique et des politiques climatiques. Donc on va définir plusieurs hypothèses de transformation qui permettent de construire des scénarios et voir ensuite les conséquences sur le profit, la marge, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça donne des premiers éléments de discussion en interne, permet d'arbitrer aussi sur des décisions structurantes à prendre, sur un volet à la fois qualitatif, puisqu'on a vraiment un récit clair de l'entreprise en 2050, et aussi quantitatif, puisqu'on a des premières informations financières et carbone qui sont associées à cette transformation. Donc prioriser, construire, c'est indispensable pour asseoir la transformation. Par contre, c'est pas suffisant. Il n'y aura pas de transformation sans les hommes et les femmes qui font tourner les organisations. Il n'y aura pas de transformation sans accompagnement culturel et organisationnel de la transformation. C'est-à-dire sans vraiment déployer, pour bifurquer vers de nouveaux modèles, pour ouvrir de nouveaux horizons, il faut aussi déployer du pouvoir d'agir à toutes les échelles. Dans l'entreprise, on dit souvent que la culture est plus déterminante que la stratégie, non pas que la stratégie ne soit pas importante, mais c'est bien la puissance de la culture d'entreprise, des valeurs que vous véhiculez et de la responsabilité qui est donnée à chacun qui change profondément une organisation. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec nos clients, ce qu'on fait avec nos clients, c'est aujourd'hui d'essayer d'identifier quels sont ces écarts entre la culture actuelle de l'organisation, vos modes de fonctionnement, vos valeurs, et la culture cible, là où on veut aller. Il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à des transformations concrètes des organisations. La difficulté, c'est que chaque culture est unique et différente, peut être définie de manière différente. Alors, comment se lancer ? Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est possible. Alors, je voulais vous partager cet exemple. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il va nous parler du budget des collectivités. En fait, c'est un exemple qui me parle. Donc, hier, j'étais dans un département pour les accompagner dans la mise en œuvre de cet objet. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est vraiment un exemple de démarche de transformation concrète. L'évaluation environnementale des budgets, c'est quoi ? C'est évaluer la compatibilité entre un budget et des objectifs environnementaux. Par exemple, un budget et la stratégie nationale bas carbone. Un budget et la stratégie nationale biodiversité. Bon, jusque-là, on ne sait pas trouver la transformation. La transformation, elle est dans la démarche. C'est quoi une démarche de budget vert ? C'est une gouvernance qui est coportée, et un projet qui est coporté direction développement durable, direction des finances, sponsorisé par la direction des finances. C'est une démarche où on inscrit des instances de dialogue dans le processus budgétaire, en obligeant à casser les silos, à faire travailler les directions ensemble autour d'un cadre commun. C'est une démarche dans laquelle on donne de la responsabilité à chacun. Chaque chef de service doit identifier l'impact de ses dépenses, les enjeux, et donc ça veut dire les comprendre. Donc c'est aussi faire monter en responsabilité l'ensemble des personnes dans l'organisation, leur faire comprendre les enjeux. Si je dois classer mes dépenses, je dois d'abord comprendre quels sont les enjeux, et ça sur les 3 grands axes environnementaux que sont l'atténuation du changement climatique, l'adaptation et la biodiversité. Et ensuite, je dois proposer des actions, soit pour réduire mes impacts s'ils sont défavorables, soit pour les massifier. Donc cette démarche, c'est à la fois un changement de méthode, mais aussi un changement culturel, parce qu'il donne de la responsabilité à tous les niveaux, et il oblige chacun à se poser des questions sur son impact, sur son propre périmètre de responsabilité et sur son propre budget. Donc c'est un exemple d'initiative volontaire, alors dans le secteur public, mais EcoAct, on accompagne des organisations publiques et privées, mais c'est un exemple qui est intéressant parce qu'il amène vraiment à se penser comment est-ce que j'amène à chaque niveau d'opération une responsabilité sur ces enjeux. Donc pour créer des dynamiques qui modifient en profondeur au sein des organisations, pour modifier les systèmes de valeurs, une chose importante, c'est l'incarnation. Et qu'est-ce qui incarne cette transformation ? Ce sont les pionniers dans vos organisations. Et ces pionniers, il faut déjà les créer des communautés
ou plutôt les favoriser. Par exemple, en créant des communautés d'animateurs de la fresque du climat, de la fresque de la biodiversité. Les outiller, les animer surtout, animer ces réseaux pour acculturer ensemble l'ensemble de vos collaborateurs à la compréhension des enjeux d'abord. Mais créer ces communautés, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi se reposer sur eux, sur ces communautés, pour amener de la transformation concrète. Et c'est ce qu'on voit dans les clients qu'on accompagne, où les transformations commencent à opérer. C'est là où ces communautés ont vraiment des clés d'agir sur plusieurs niveaux. Par exemple, comprendre les verrous socio-cognitifs à la transition et pourquoi est-ce que ça bloque et comment est-ce que je peux les lever. C'est l'intention de la fresque des nouveaux récits. Comprendre comment est-ce que je relie des enjeux business concrets et mon activité, par exemple sur un produit. C'est ce qu'on fait avec notre partenaire Ecolearn dans les boîtes à impact, qu'on diffuse chez des chefs de produits. Donc, créer ces communautés, se reposer sur elles, penser la transformation en interne aussi par les personnes, par vos collaborateurs. Mais évidemment, il n'y a pas de transformation si elle est pensée uniquement en interne. Il faut aussi engager ses parties prenantes. Le changement n'est pas à penser donc qu'avec vos collaborateurs, mais aussi avec vos fournisseurs et aussi vos clients. Donc, ce qu'on fait chez EcoAct, c'est qu'on accompagne les organisations d'abord à identifier, donc là je prends l'exemple des fournisseurs, à cartographier par exemple entre l'importance stratégique et le niveau de maturité de mes fournisseurs pour identifier qui sont mes alliés, avec qui est-ce que je dois aller collaborer, avec qui est-ce que je dois aller construire. Quels sont mes fournisseurs à embarquer? Ensuite, comment est-ce qu'on construit une vision commune? Comment est-ce que je partage ma vision? Comment est-ce que je partage la vision de mes fournisseurs? Comment est-ce que je les mets en réseau? Je les aide à diffuser leurs connaissances. Comment est-ce que je leur mets à disposition de la formation s'ils n'ont pas forcément, si c'est par exemple des petites organisations? Comment est-ce que j'organise des webinaires, par exemple? Et enfin, comment j'engage ces réseaux? Comment est-ce que je valorise les meilleures pratiques et je les diffuse pour permettre à chacun de se mettre au niveau? Par exemple, en rédigeant des guides de bonnes pratiques, en organisant des tables rondes. Donc, pour conclure sur cette dernière partie, finalement, la clé du succès, c'est de se relier au vivant, c'est de se relier à la force vivante dans vos organisations, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont dans vos organisations, et de leur montrer où est le sens. Pour moi, ce qui est un peu difficile devant l'immensité de la tâche, parfois c'est difficile de se dire que l'issue sera favorable. Par contre, l'essentiel, c'est d'avoir la certitude que ça fait du sens. C'est la certitude qu'il vaut mieux agir que de ne pas agir. Et donc la clé, c'est aussi de redonner du sens et d'être acteur de cette transformation. Merci Clément, Géraldine, Alexis pour cette présentation, pour vous avoir partagé où est-ce qu'EcoAct en est. Tu as évoqué l'exemplarité aussi, l'incarnation. Alors EcoAct est prêt et commence à accompagner des entreprises sur ce sujet de la transformation et est prêt à vous accompagner. Vous avez sans doute des questions, on va être ravis d'y répondre. Mais EcoAct s'engage en tant qu'organisation, qu'entreprise, on s'engage nous-mêmes aussi dans cette voie-là, puisque nous sommes membres de la Convention du climat, consulting, et donc on est aussi en train de rédiger notre propre feuille de route de transformation durable vers l'économie régénérative. Voilà, comment on remet plus de vivant aussi dans notre modèle d'affaires. Voilà. Vous avez sans doute des questions. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à questionner. Alors on va prendre un micro. Je crois que voilà. On fait comme ça, super, merci. Bonjour, Dimitri Carbonel, je suis aussi shifter, donc c'est quelques sujets que je connais. Puis, bon, pour l'anecdote, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance, où je parle justement aussi de l'adaptation, notamment des entreprises. Il y a une problématique pour les entreprises qui potentiellement voient une très très grande partie de leur modèle économique complètement bouleversé. L'aéronautique, l'automobile ou d'autres entreprises dans le domaine énergétique, on ne va pas les citer, mais vous les devinez. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ça, lorsque le changement paraît tellement énorme et que potentiellement le temps pour se transformer est vraiment très très court? Alors, vous parlez de secteur plus que d'entreprise, quand on parle de secteur aérien, aéronautique. Là, on s'inscrit aussi dans une dimension plus macroéconomique. Comme vous le savez, il y a une stratégie nationale bas carbone qui inscrit aussi des trajectoires sectorielles, des budgets carbone à respecter, des transformations envisagées au niveau sectoriel. Donc les entreprises se doivent aussi de s'inscrire dans cette dimension macroéconomique.
la puissance publique a un rôle majeur à jouer au-delà des dirigeants et des entrepreneurs qui sont au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, une compagnie aérienne, même la plus ambitieuse, ne pourra avancer seule si elle n'a pas l'ensemble du secteur qui est aussi engagé dans cette voie de la décarbonation et de la transformation durable. On a besoin d'un certain nombre de composantes pour actionner cette transformation. On a parlé de la tarification du carbone, le prix du carbone. On a besoin d'accompagnement aussi public, et heureusement, sur cette voie de la transformation pour accompagner des secteurs comme celui-ci, où on sait d'avance que leur place dans une vision 2050 bas carbone et régénérative est plutôt limitée, voire nulle. Voilà. Comment on accompagne des secteurs qui vont disparaître? Ça, c'est un sujet fort dans la transformation. Il faut que cette transformation, il y aura des gagnants et des perdants. Évidemment, il faut que ça embarque tout le monde et qu'on ait des accompagnements, une transformation, une transition, comme on dit, juste au niveau européen. Voilà. Mais il n'y a pas de réponse aujourd'hui toute prête. Elle se construit. Et c'est évident que pour ces secteurs-là, le tour de table doit être large parce que l'entreprise seule ne pourra pas faire face à tous les défis qui sont évidemment énormes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des compléments, n'hésitez pas. Peut-être juste un complément sur l'aéronautique, qui est un très bon exemple parce que c'est un secteur qui est en ce moment autorégulé. Donc l'ICCT qui prévoit des scénarios de décarbonation pour l'aérien, je vous invite à aller le lire, c'est assez cynique, si je m'autorise ce mot. C'est un monde où l'avion vert arrive très très rapidement, l'avion électrique arrive très très rapidement, tout l'hydrogène disponible est là en énorme quantité dès 2030, ainsi que des carburants durables. Ça, c'est la version autorégulée. La Commission européenne a donné justement la liberté au secteur aérien de s'autoréguler via notamment le système de Corsia, mais c'est également autorisé à le réguler d'elle-même si le système mis en place ne marche pas ou n'est pas efficient. Donc on voit les limites, on voit les avantages de laisser un secteur réfléchir lui-même, penser sa propre transformation, et également les limites aussi qui arrivent si jamais ça ne marche pas et s'il s'appuie sur des hypothèses qui sont extrêmement optimistes, comme c'est le cas pour l'aéronautique. J'aurais envie de dire que le courage de la puissance publique sera aussi d'intervenir au bon moment pour justement aussi accompagner le secteur privé dans l'arrêt d'avancer dans des voies, dans des impasses. Voilà. Et donc, effectivement, il y aura des politiques beaucoup plus restrictives, beaucoup plus d'être plus dans le répressif. Voilà, tout ça reste à construire. D'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour votre présentation EcoAct. J'aime bien tout ce que vous proposez. Et j'avais une question sur combien de vos clients sont prêts à écouter ça, mais vraiment prêts à écouter ça. Et puis, combien de vos clients sont prêts à agir selon ce déroulement de transformation? Alors, chez nos clients, on parle à plein de gens aussi. Donc, ça dépend à quelle oreille on parle. Moi, je vais vous parler du coup de mon secteur. Donc, moi, je suis en charge du secteur luxe, textile, retail, biens de consommation. Ce que je peux vous partager, c'est que donc il y a deux piliers. Il y a réduire et il y a se transformer. Très clairement, réduire, tout le monde y est. Donc, tous nos clients maîtrisent, je veux dire, cet exercice-là. Et se transformer, ils s'y préparent. Donc, en gros, concrètement, ils sont, alors pas tous, mais ils sont quand même déjà beaucoup sur cette phase d'identification des enjeux, de priorisation. Quand on voit la matrice en double matérialité, en fait, cet axe des risques, c'est aussi, on met en face de ça des risques financiers qui partagent aussi beaucoup avec les directions financières, et ça s'apparente aussi beaucoup à chiffrer le coût de l'inaction. Et donc, en fait, en ce moment, ils se préparent. Alors, dire que, effectivement, toute l'organisation est prête à shifter de manière massive vers une transformation, je dirais pas ça. Par contre, qu'ils sont en train de réfléchir à ce que ça leur coûte de pas bouger, ce que ça leur coûte de bouger, et commencer à réfléchir à ces différents scénarios, oui. Je dirais qu'on est vraiment dans ce travail-là avec un certain nombre d'acteurs déjà, oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, chaque secteur est différent, chaque secteur a des réglementations aussi différentes. Donc voilà, les voies, il n'y a pas une voie unique non plus de la transformation. Et nous, on a la chance chez EcoAct d'avoir des managers sectoriels aussi qui connaissent très bien l'environnement aussi de nos clients pour accompagner cet exercice. Bonjour.
Je ne sais pas s'il marche. Oui, si. Vous avez parlé d'engagement des parties prenantes. Est-ce que vous avez des solutions concrètes à proposer pour mieux embarquer, mieux engager les parties prenantes qui ne se sentent pas toujours forcément concernées par notre mission, nos objectifs et notre raison d'être? Merci. Effectivement, on travaille sur plusieurs approches avec plusieurs clients et ça dépend de la typologie des fournisseurs qu'on a. Mais une manière, ça dépend aussi du poids qu'on a sur son marché. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent à comment est-ce que je peux embarquer mes fournisseurs en rendant aussi publiques certaines informations, type des éco-scores ou des index, qui permettent d'obliger les fournisseurs à aller vers une transformation en poussant à avoir la meilleure note à chaque fois pour collaborer ensemble, pour transformer la façon dont on délivre les produits. Et après, il y a aussi des fournisseurs qui ont des petites organisations, des clients qui ont des petites organisations qui sont leurs fournisseurs. Et donc là, c'est comment est-ce que je construis des parcours de formation, d'accompagnement, de collaboration et d'échange pour accompagner ces petites structures qui n'ont pas forcément les moyens de penser cette transformation et comment est-ce que je la pense avec eux et je la finance aussi pour les aider à se transformer parce que je dépends d'eux sur mes filières. Peut-être en complément, je vois moi 2 types de stratégies chez mes clients. Il y a vraiment la carotte et le bâton. Parfois, c'est les deux. J'imagine que vous connaissez pour la plupart d'entre vous le Science Based Target, le SBT. Donc les entreprises parfois sont SBT avec, dans les différentes méthodologies, aussi un engagement fournisseur. Et elles vont demander à leurs fournisseurs d'être engagés SBT. S'ils ne le sont pas, avant une certaine date, en fait, ils vont sortir de la liste des fournisseurs. Donc ça, c'est la méthode un peu hard. Le bâton. Et puis la carotte, c'est plus effectivement beaucoup plus collaboratif, mettre en place des webinaires, des outils, etc., pour les aider. Et puis parfois, c'est un mix des deux. On va prendre les deux dernières questions d'un coup. Une question ici. Vas-y. Alors moi, je voulais aussi savoir dans la partie transformée, en termes de, est-ce que vous parlez aussi de, sobriété rentre dans la transformation, mais moi j'ai entendu pas mal de grosses entreprises hier et aujourd'hui et on parlait de réduire clairement, mais pas réduire jusqu'à la sobriété, c'est-à-dire réduire le nombre de produits, réduire potentiellement l'offre, parce qu'il y a transformer l'offre, mais dans tous les cas, il y a aussi réduire, on y est sûr. Et donc, je voulais savoir si vous aviez aussi ces discussions avec vos clients et si, comment parler de la sobriété dans l'offre, notamment dans le retail, le luxe ou le textile surtout. Alors, sobriété dans l'offre. Bonjour, merci beaucoup. Ma question, c'est sur la partie transformation. Est-ce que vous avez des exemples de clients qui ont, en termes organisationnels, eu des transformations sur la durabilité et la fonction, durabilité et fonction finance? Du coup, sur le premier point, donc oui, on a des clients qui réfléchissent à réduire leur offre et à réduire leur volume. Mais pour ça, aujourd'hui, ils sont en train d'abord de mettre en place des indicateurs qui vont leur permettre de chiffrer comment ils vont financer ce changement et aussi de réfléchir aux solutions et de les quantifier. Il ne s'agit pas juste de mettre en place un modèle circulaire qui soit du en plus et qui finalement ne crée que des flux d'émissions supplémentaires ou de la consommation d'espace supplémentaire en créant de nouveaux entrepôts. Mais comment est-ce que je switch de plus de volume à autre chose? Et aujourd'hui, on est plutôt dans des phases d'exploration, de quantification. Mais oui, c'est le cas. Et il y en a qui l'affichent clairement comme un objectif de transformation, en interne en tout cas. Et quand on touche le sujet de la sobriété, on touche en fait le sujet de la valeur. Donc il faut repenser le modèle d'affaires, comment on crée toujours de la valeur en faisant moins de volume. Et très souvent, en touchant la valeur, on touche les valeurs et on touche la raison d'être. Enfin, la meilleure manière de se transformer, c'est d'aller au plus haut même de l'entreprise et de réviser la raison d'être. Si une entreprise s'engage à définir sa raison d'être pour livrer un produit qui a 100 ans de vie, on repense autrement à tout le circuit de production et oui, la mission de l'entreprise en fait. Je ne sais pas si tu voulais. Peut-être sur la deuxième question aussi, pas évidente cette question-là sur effectivement la fonction finance. Moi, ce que je peux vous partager, c'est que il y a encore 3 ans, la fonction finance était inexistante dans les missions qu'on menait. C'était vraiment, il y avait l'équipe RSE qui menait son bilan carbone, etc. Et puis, les financiers, on ne les voyait pas. Et aujourd'hui, en fait, la finance commence à voir qu'en fait, c'est pas juste l'idée de faire un bilan carbone, il faut changer l'entreprise. Ça veut dire toucher
toucher aussi finalement à tous les aspects financiers. Et donc du coup là, ça y est, on voit, alors dans les organisations, on voit que souvent, là où la direction RSE était souvent rattachée à la com, maintenant la direction RSE commence à être au COMEX de l'entreprise. Parfois, on voit aussi beaucoup dans d'autres directions de RSE des financiers qui arrivent dans les directions RSE et qui du coup s'attaquent au coût de l'inaction, à finalement ces modèles-là de transformation. Donc en fait, on voit qu'il commence à y avoir une hybridation des compétences et que la finance commence à s'approprier ces sujets-là, ce qui est pour moi une bonne chose parce que ça permet d'avoir les bons échanges et les bonnes discussions. On arrive au terme de notre quota de temps. Un grand merci à nos experts, un grand merci pour votre participation. On reste à votre disposition à ProDurable, on a un stand. Retrouvez-nous si vous souhaitez échanger, discuter avec nos experts. On a plein d'experts sur d'autres thématiques, donc ravis de prolonger aussi sur d'autres sujets. Très bonne continuation, bon après-midi.